d'aquí un moment pujarà aquí l'Étienne Rousiès. L'Étienne Rousiès és poeta, ell treballa a la Biblioteca Universitària de Perpinyà, és poeta en francès, però aquest últim temps s'ha dedicat a traduir una antologia de l'obra de la poesia d'en Jordi Pere Cerdà que acaben de publicar, acaba tot just de sortir. Em sembla que es diu Com sous un flor de ceba, és això? Doncs abans de que l'Étienne Rousiès ens vingui a parlar d'aquesta experiència que és traduir la poesia d'en Jordi Pere Cerdà, li hem dedicat també un petit videoclip. Ràdio 4, Jordi. Heu de pensar que jo he partit de zero, doncs he fet passar l'oralitat a dins de l'escriptura. La gramàtica per mi no existeix. Vaig deixar l'escola a 14 anys. I la gramàtica era contrària a la meva poesia. Com vaig presentar la primera vegada el meu llibre en el Casa Coberta, llibre de poesia, el va donar a l'Artells. L'Artells, que és un home conegut i un dels grans gramàtics que hem tingut. Però l'Artells què va fer? Va tallar la meva poesia com un home va a tallar un cep de vinya perquè torni a donar el vi per l'any que ve. Jo el que em quedava de la poesia passant quan l'Artells hi va haver passat era trossos de fusta. Per sort el Casa Coberta era un lingüístic que sabia que el Rosselló tenia un català una mica antiguat. Però antiguat també de vegades vol dir més a prop de la matriu. Ja. Cal pensar que nosaltres... Més a prop de la persona, més a prop del sentiment, no? No, aquí parli històricament. Històricament, el Rosselló se troba davant del llenguatge d'oc, de la llengua d'oc, que en part és aquesta llengua d'oc... La que passa al català, i que enllaça amb la Catalunya Vella, més a més. Quan se llegeix el Llull, el concebent del 13, és un català molt diferent del que tenim avui. I el meu català ho ha quedat perquè és un català oral. Bé, i com va solucionar això en Casa Coberta? Em va deixar la meva poesia. Va dir, fora el corrector i deixem a la puresa del llenguatge. Això mostra que era un gran home. Vet aquí Étienne Rousiès. Bona tarda, bona nit a tots, bonne soirée à tous. Donc moi, Cerdà, je ne l'ai pas connu, je l'ai connu par les mots. D'abord en lisant la traduction de Passus Estrets, Voie étroite vers les hautes terres, et puis ensuite en revenant à Perpignan pour travailler à la bibliothèque universitaire, j'ai découvert, notamment en discutant avec Maria Grau, la poésie de Cerdà. Et donc j'ai acheté l'édition de Vienne. Et c'est un moment où, par ailleurs, j'ai lu beaucoup de littérature catalane. Je me suis mis à m'intéresser vraiment beaucoup au catalan. Et à ce moment-là, donc en lisant les poèmes de Cerdà, j'ai vraiment été pris de quelque chose de très fort, une émotion très forte, un charme. Et puis peu à peu, donc... j'ai commencé à traduire les poèmes, déjà pour m'aider à les comprendre, parce que c'est pas forcément évident, la poésie de Cerdà. Donc au départ c'était un exercice, c'était pour m'aider dans la compréhension, et puis peu à peu c'est devenu plus qu'un jeu. C'était un peu une sorte de quête de sens pour retrouver l'émotion qui avait donné le poème. Et parce que ce qui m'a marqué en lisant ces poèmes, c'est justement que chaque poème était l'émanation d'une émotion. Voilà, il n'y a pas de poème gratuit chez Cerdà. Ça vient, comme on l'a dit tout à l'heure, des profondeurs. D'ailleurs, il y a un poème qui s'appelle Carlite, qui décrit le Carlite, mais qui décrit surtout la montée en sève de la poésie et de la parole. Voilà, et donc ça m'a beaucoup marqué. Et donc après, il y a eu un jeu, quelque part, Cerdà traduisant ses émotions, et moi essayant de traduire Cerdà, et retrouvant derrière l'émotion aussi qui avait été à l'origine. Donc il y a quelque chose d'assez beau.
voilà, dans l'expérience déjà. Et puis, donc c'était pas un projet, hein, c'était plus un exercice spirituel que je faisais régulièrement. Et puis donc comme ça, j'ai traduit quelques poèmes et je les ai montrés à Roger Coste de la librairie Torquatis, qui m'a dit écoute Étienne, il faut persister, c'est intéressant, ça serait bien qu'il y ait une nouvelle anthologie, une nouvelle vision sur Cerda, donc vas-y. Donc j'ai suivi les conseils de Roger. Et donc peu à peu, j'en ai traduit comme ça une trentaine, de ceux qui m'avaient le plus touché ou ceux qui me paraissaient quand même essentiels qu'ils aient leur part dans une anthologie. Et ensuite, donc, j'ai pu trouver un éditeur, donc c'est les éditions de la Rumeur Libre, qui voulait développer une collection catalane. Donc c'est un éditeur de poésie principalement. Et puis ensuite, j'ai pu bénéficier de relectures, parce que c'était important pour moi, même si j'ai fait un gros travail de documentation et de linguistique, parce qu'il fallait se plonger dans le dialecte cerdan, qui est quand même bien particulier, qui a son vocabulaire, et puis aussi dans tout ce qu'il y a autour aussi, hein, l'ethno-linguistique. Et donc j'ai eu la chance de bénéficier des relectures donc de Marie Gros, de Joan Peitavi, de Yacine Carrera, et bien sûr d'Hélène Cayrol, la femme d'Antoine Cayrol, que je suis allé voir au moment du projet de l'édition, avec qui j'ai pu échanger aussi. Donc voilà, donc tout ça a conduit à ce projet. Alors, je ne reviendrai pas sur l'universel local, parce que finalement, c'est ce qui revient très souvent, et je voulais en parler aussi, mais il se trouve qu'avant d'avoir été à Perpignan, j'ai vécu quelques années à Limoges. Et à Limoges, il y a une poétesse occitane qui s'appelle Marcelle Delpastre, qui est malheureusement peu connue au niveau national, et qui a aussi une écriture comme Jordi Pérez Cerda, qui part de réalités extrêmement précises et qui sont nommées de manière très précise, des noms de lieux, des réalités physiques, et qui en fait quelque chose d'universel. Voilà, et ça, on le retrouve chez lui. Je l'ai retrouvé, cette capacité comme ça, un peu magique, à prendre la matière autour et en faire quelque chose d'universel. Et puis après, dans l'écriture, ce qui est quand même ce qui m'a vraiment beaucoup plu, donc effectivement cette puissance, cette force, cette prosodie qui vous prend comme ça aux tripes, c'est une combinaison entre des mots relativement simples, des mots qui viennent du quotidien en fait, de la montagne, de la vie, des hommes autour, et un grand raffinement par contre dans la combinaison des images. Et c'est quelqu'un qui a des qualités de tisseur. Il prend les images et puis alors, il les tisse entre elles. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui lui vient assez aisément en plus. Je pense qu'il écrivait comme ça. Voilà. Et donc ce que je voulais aussi dans cette anthologie, c'est qu'on la lise un peu comme un journal des émotions, parce que finalement c'est un petit peu ça, quelque part, la poésie de Cerda, c'est une sorte de journal des émotions on peut le lire comme ça, d'un homme qui écrit la plupart de ses poèmes entre 30 et 40 ans, et qui vit la passion, la naissance, le bonheur de la naissance, des angoisses existentielles. Il y a des poèmes que j'ai mis dans l'anthologie qui sont quand même très à la limite du cauchemar existentiel. Et puis aussi les deuils de la vie. Il y a un poème qui est très dur, d'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à traduire, qui s'appelle Fille, et qui raconte un enfant mort-né, et c'est cette expérience-là, et c'est très très prenant. Voilà. Et puis après, bien sûr, chez Cerda, il y a des poèmes aussi, l'écriture sur l'écriture de la poésie et la pensée du processus poétique, elle est tout le temps présente chez lui. Elle imprègne en permanence son écriture. Alors là, j'ai choisi de vous lire trois poèmes.
Le premier n'est pas très connu, en fait. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il ait été traduit, parce qu'il y avait déjà eu des traductions, hein, notamment par André Vignas. Et le premier s'appelle Bedrignans. Et Bedrignans, c'est un des premiers poèmes qu'il a écrit. Bedrignans, c'est un hameau qui se situe entre Sayagouz et Yo. Un petit hameau entouré de champs avec des fermes. Et comme Jean-Baptiste Parra le disait tout à l'heure, si on le décrivait du point de vue juste local, on pourrait tout à fait avoir un poème coquet sur un petit hameau, sur une butte, voilà, entouré de verdure. Et là, pas du tout. Lui, il s'empare de ce hameau, et vous allez voir comment, par quelles images. Il fait, à mon avis, il fait de ce hameau où les laboureurs battent le blé et se réunissent, ce hameau qui est sous la tempête du vent, qui est comme ça entre deux montagnes, une sorte de métaphore de l'humanité et du peuple qui lutte pour sa survie. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Védrignance des hauteurs, Védrignance au cœur du vent, comme une mer qui t'emporte et toujours te laisse droit, l'échine tordue comme un chien affamé et sauvage. Tu es posé sur la montagne comme un pain sur la table. Ta croûte brûlée et noire, un couteau l'a fendue, traçant dans la mie une rue au mur clair de seigle. C'est là que l'on bat le grain, portail ouvert des airs, air morte, air vive, avec des fumiers jaunes de paille et le fanal d'une meule de foin qui dit « Ici vivent des hommes ». Védrignance, enclos sur toi, tu tournes le dos à la plaine, l'épaule contre le vent. Tu lèves des doigts de peuplier au bout d'une main de champ qui s'enfonce dans la montagne. Il semble que tu caresses le soleil, souriant, au cœur du vent, sur les hauteurs de Cerdagne. Fleur de genêt aux dents, la croûte de pain brun, et au cœur, un grain de froment. Alors le deuxième poème que je vais lire est plus connu. Il s'appelle Arc et l'hiberne, en catalan. Hein. Et c'est un poème qui évoque l'hiver à la fin des années 40, au début des années 50, peu importe. L'arrivée de l'hiver. Et l'arrivée de l'hiver, c'est aussi... pour Cerda, les souvenirs de la guerre qui ressurgissent. Et ce qui ressort, c'est notamment le temps où il était passeur. Et entre 1942 et 1944, il faisait passer des résistants, des agents, des juifs, tous ceux qui fuyaient Vichy, qu'il les faisait passer par la frontière. Et après, au-delà de la frontière, ils s'en sortaient ou pas, mais au moins ils avaient déjà passé une étape. Voilà, donc ça c'était... à présent que l'hiver. Donc là, je vais vous lire juste les deux premières strophes en catalan pour avoir la musique du catalan, puis après je passerai sur le français. Arc et l'hivern s'emporta, colorins i colorats, fent adeus des de la porta. Arc et els arbres erissen un brancatge escavellat, embruixant un foll seguisse. Arc els núvols regiren falconades silencioses per l'espai que cruix com vidre. À présent que l'hiver emporte cric-crac les couleurs de l'automne qui font leurs adieux depuis la porte. À présent que les arbres hérissent un branchage échevelé ensorcelant un cortège fou. À présent que les nuages font tournoyer leurs fauconnades silencieuses dans l'espace qui crisse comme verre. À présent que le pays redevient un désert, que les matins griffent et teintent et dans les chairs plantent leurs aiguilles. À présent qu'au cœur des montagnes, les villages se font petits, pelotonnés dans leurs paillets. À présent que par les nuits venteuses, on dira que ce Dain descend d'entendre la messe à Sayagouz. Je me souviendrai de ce jour où nous passions le col avec 10 hommes de l'Algérie. Je me souviendrai de ce jour où la Gestapo nous suivait, pistant dans la neige le sang tiède. Je me souviendrai des maisons qui nous ouvraient leurs portes, brèches dans la nuit glacée. Je me souviendrai de masses, passant des gens fuyant la France un jour de tempête.
Je me souviendrai de Jean, Joseph, Boris et Maurice, qui mourut là-bas, à Nevengame. L'hiver nous mord l'échine, chien fou déchaîné, hurle le vent comme sirène. À présent, les camarades entreront sans levant la neige à la porte. Leurs yeux étincelleront comme au foyer les bûches. Nous nous assoirons sur le banc, la mère fera le vin chaud, nous parlerons de choses et d'autres, de guerre et de politique, et le père de ses moutons, de la guerre de 14, de celle de 39 et de celle qu'il prépare, du vieux monde et du nouveau. Et nous finirons la veillée en signant l'appel de Stockholm. Voilà, donc ce poème, il est, je trouve, très, 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 très beau parce qu'il résume, et il part finalement de la description de l'hiver en Cerdagne, et ensuite on bascule sur un autre hiver, celui de l'occupation. Et on a une évocation très touchante de ses camarades de résistance. Et puis on revient au présent, autour du feu, avec des vers. Là, autant les images du début étaient assez complexes, et à la fin, on finit avec une simplicité. On est autour du feu, on évoque voilà, le passé, l'appel de Stockholm. Donc il y a plusieurs registres qui se croisent, et je trouve que c'est un très beau poème. Alors le dernier, parce qu'il ne faut pas non plus durer trop, mais le dernier, alors je l'ai pris plus pour parler de traduction finalement, parce qu'il m'a demandé, il m'a pas mal embêté ce poème-là, et il s'appelle Cumbraos, comme des taureaux. Et donc c'est le poème dont Jean-Baptiste Parra tout à l'heure évoquait, où Jordi Cerda est face à la montagne et il compare les montagnes à des taureaux, à des jeunes taureaux. Et en même temps, il a l'image, une image qu'on a quand on se promène en Cerdagne, c'est effectivement celle des jeunes taureaux qui sont là, très puissants dans les prés. Et puis on finit sur effectivement le poète qui offre une offrande à la montagne, quoi. Comme une image de la poésie. Alors ce poème, en catalan, il est assez, entre guillemets, rugueux. Il y a beaucoup de com, il y a beaucoup de... voilà, il est pas forcément fluide. Mais donc au départ, quand je l'ai traduit, sans le vouloir, je l'ai un peu, adouci. Et ça a été le premier mouvement. Et ensuite, le deuxième mouvement, j'ai relu, j'ai fait non, là, on a perdu quelque chose en route. Donc je suis revenu peut-être à une langue plus proche du catalan. J'ai rétabli les coms et j'ai rétabli parfois des répétitions. Et à la limite, peu importe, parce que ce qui importe, c'est qu'on entende la langue de Cerda au loin et pas qu'on ait un joli poème en français. Voilà. Comme des taureaux, comme 4 épis vous êtes, montagne, 4 épis de verre taillés dans le cristal de l'air. Comme 4 pommes, vous êtes, montagne, fruits gorgés d'eau, faits pour les lèvres de la plaine. Comme des taureaux, vous êtes, montagne, comme des taureaux qui relèvent la tête, juste après la sieste. L'ombre d'un songe vous reste dans le bleu de l'œil, et votre corne menaçante pique à mi-ciel l'éblouissante présence. Comme des taureaux, vous êtes, luisant et sombre, avec cet air revêche de paître en liberté. Et moi, au point du jour, ni laboureur, ni mendiant, étranger à moi-même, je recueille les gouttes de la nuit dans la paume de ma main et les présente à vos mufles froids et noirs, comme une offrande d'amitié. Tot és el saber de l'altre és molt important. Penseu que som un país que fa 100 anys quasi no hi havia cap diari que sortia, en de fora d'algunes ciutats no ens arribava. I el diari què és? És la curiositat que entra dins de l'individu. I la curiositat és un lligam que tenim entre nosaltres i els altres. És necessari aquest lligam. És per això que jo sempre he combatut un localisme massa marcat. Perquè el localisme ens fa, ens lligui finalment el que es passa al nostre volt i no n'hi ha prou. Ens satisfem del nostre carrer, de la nostra casa i això no n'hi ha prou. Ja cal que l'home se senti lligat als altres, al món.